Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non?
Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. J'ai la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve, vous le savez, c'est le rendez-vous pour le Juste Bistrot. J'espère que vous êtes en grande forme, voilà, c'est mardi. C'est pas mal, c'est ce qu'on fait de mieux, hein. Je veux dire, en attendant mercredi, jeudi, vendredi, de belles dynamiques. Aujourd'hui, un Juste Bistrot, je vous le dis, taille patron, beaucoup de sujets. Ah, j'ai envie de pousser le plaisir. J'ai prévenu autour de moi, j'ai dit à Madame Milleux, écoute, je vais tarder ce soir. J'ai plein de choses à dire. On va se régaler les copains, alors que ça commence à sentir la rentrée. Tu sens ça? Allez, c'est la rentrée. Ça pue la merde. Mais ouais, puis, enfin, c'est surtout la rentrée à la limite. Tu rentres à l'école, tu as des nouveaux cahiers de brouillon, tu as des nouveaux stylos Bic. Et tu sais, le truc se casse pas encore comme ça, là. Tu peux pas dégager la tige avec l'encre du reste du stylo. Donc ça c'est le côté sympa de la rentrée. Par contre, là, les députés sont de retour, hein. Ah, ça y est, on a vu la scène politique est de retour. On a vu Sandrine Rousseau sur BFM TV ce matin, Clémence Guettet, Louis Boyard et Manuel Bompard étaient du côté d'une conférence avec les jeunes insoumis. Ouais, non, ça y est, là
ça y est, là c'est pas bon. Là c'est pas bon, ça sent pas bon. Donc on va profiter, voilà, en attendant qu'il soit trop chaud, hein, qu'il soit trop chaud, parce que là ça va partir en cacahuète. Mais voilà, nous on est là, on est toujours là les copains, et ça c'est le plus important. Merci à Mamie Lidan qui vient de subprime le 10e mois et qui nous dit un petit bonjour d'Alès. Bah oui, je connais Alès, Alès la belle, Alès la grande, Alès non loin d'Uzès, le musée Haribo. Alors musée semble-t-il, hein. Moi je suis allé que à la boutique où là tu peux acheter des dragibus par kilos entiers. Bah ouais, on n'arrive pas à un tel résultat comme ça. Donc non, non, on aime les bonbons, on aime le pâté, on aime les McChicken, on aime les kebabs, on aime la concoyote, on aime les frites. Voilà, on aime tout ça, hein. C'est quand même important de le rappeler, une sorte de laïcité du bide, hein, qui me semble primordiale. Euh, Merci à Isa Tricotte, 17e mois de sub, quelle fidélité, merci beaucoup. Et merci à MC1775, 11e mois, c'est magnifique aussi. Bonjour à tous les amis, installez-vous, hein. Il y a Koi62 qui est là, qui nous dit bonjour à tous du Pas-de-Calais. Voilà, ça c'est bien, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé la ville, parce qu'il n'y a pas de Calais. Donc voilà, aujourd'hui, le menu est chargé, hein. Le menu est chargé. El menú está chargado, está cargado, parce que on va parler. Alors, vous savez maintenant la nouvelle structure des Juste Bistrot qui ne cesse d'évoluer, hein. C'est vraiment une recette en permanent développement. On a quelques sujets divers pour balayer un petit peu avant. On va parler de Carl Olive, on va parler, hein, d'une énième enculerie de notre scène médiatique et politique. Enfin, enculerie, le mot est fort. On vient de commencer, on va arrêter les gros mots. En tout cas, un énième exemple de scandaleuse mauvaise foi de la part de notre scène politique et médiatique. On va parler de Stéphane Diagana et de l'athlétisme, hein. Il y a actuellement les championnats du monde d'athlétisme. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on a peut-être un spécialiste de la question qui va nous donner des pistes de réflexion. Et les deux gros thèmes de la journée, les amis, les deux gros thèmes, les impôts qui vont exploser en 2024. Ouais. On rigole, mais c'est pas drôle. Là, ça va morfler, hein. Ouais. Là, ils sont chauds. Ils sont chauds. Et j'ai quand même une réflexion qui est née dans mon cerveau fécond tout à l'heure. Fécond en un mot, quand même. Quand je vous dis, voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et par moment, hein, plus je travaille avec vous et pour vous, les copains, plus j'arrive à faire évoluer mes réflexions. Et là, c'est chouette. Ça a de l'intérêt. Parce que si tu travailles tout le temps en pensant la même chose, si tu fais quoi, politicien? Voilà. Donc, j'ai parfois des avis comme ça qui changent, qui se construisent. Et là, j'ai une nouvelle interprétation du gaspillage d'argent qui a lieu en France depuis plusieurs années. Donc, on va y revenir. Et deuxième gros thème, alors c'était pas du tout prévu, mais je l'ai lu, hein, par conviction professionnelle. Je me suis farci l'interview de Nicolas Sarkozy. Vous savez, dans le Figaro Magazine, beaucoup en ont parlé en disant ouais, il a adoubé Gérald Darmanin. Alors, je comprends bien pourquoi on a beaucoup insisté là-dessus, parce qu'en fait, il y a des pépites complètement dingues dans cette interview qui n'ont pas du tout été évoquées, pas du tout été, hein, ça c'est pas mal, qui n'ont pas du tout été évoquées. Je vais vous en parler, c'est dingue. L'interview est dinguissime. On va le décortiquer ensemble. Donc, un joli programme. Un joli programme ensemble, les amis. On va se faire plaisir, hein. Comme on dit, on va se dilater le rectum. Je pense qu'au bout, non, mais il faut assumer. Puis il y a un côté physiologie, maîtrise des différentes parties du corps. C'est très important. Merci à Aurélien de 10e mois de sub, ça c'est magnifique. Et Kétamien, 5e mois de subprime. Merci à vous, les copains. Ça tombe, il en pleut. Merci à Julien54 620 pour le 13e mois de subprime. Et The Celtic Lulabi pour le 5e mois. Merci les copains. Magnifique, The Celtic Lulabi qui nous dit à la boule, mes t-shirts, la farce tranquille et calmez-vous, ça va bien se passer, en du succès. Ça c'est magnifique, ça fait plaisir. Magnifique. Voilà, mais moi je vais m'en commander. On va les mettre dans la farce tranquille maintenant. On va se régaler. Donc voilà les copains, un petit peu pour le menu du jour. Je vous l'ai dit qu'il va être gourmand. On est ensemble peut-être jusqu'à 18, 30, 19, 20, 21, 22. Et après on part en version X. Donc là c'est chaud. Là c'est très très chaud.
Donc les amis, pas mal de choses avec en plus voilà ce soir la vidéo Barbie, l'extrait Barbie, ceux qui étaient là hier y ont assisté, hein, qui sort sur YouTube. J'ai hâte d'avoir les retours, les commentaires en plus des vôtres d'hier. On va se régaler, on va se régaler. Non, c'est une belle journée. Je suis content. Si, franchement, je suis content. Tout se passe bien, tout se passe pour le mieux. Et merci à Oli Morin 21 qui vient de sub le 6e mois. Et Oli Morin 21 qui nous dit vive les vacances, je peux t'écouter enfin en direct du Québec. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. Oxa Dayaris qui nous dit c'était gonflant. Ah merde. Ouais, ça c'est la vie, hein. Parfois c'est nul, hein. Je sais de quoi je parle, hein. Je veux dire, là je suis en train d'écrire un livre sur ma vie sexuelle. Ça va s'appeler Des os. Des os, c'était pas ouf. Eh ben oui, non mais tu sais pas, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, c'est la vie, hein. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde, c'est le plus important. On va y aller tout de suite, les copains, on va y aller avec Carl Olive. Ah, Carl Olive, c'est un de mes favoris. La rentrée politique arrive et vous savez, hein, il y a le classement qu'on va instaurer, qu'on va officialiser bientôt, qui va s'appeler, hein, le Golden Pompe à Vélo, le Golden, le Chart, parce que c'est anglais, c'est Chart, comme les ventes de disques. The Chart of Golden Pompe à Vélo. On va faire ça. Il faudrait un truc dynamique comme la bourse, tu sais, qui change un peu avec les cours de bourse. Et il y en a un qui est pas mal en ce moment, c'est Carl Olive. Ouais, je trouve que plus ça va, plus il va falloir arrêter d'en mettre dans la gueule de Manuel Valls pour tout larguer dans la tronche de Carl Olive, qui est voilà, dans la catégorie bouffon de cour et servilité absolue, qui commence quand même à chatouiller pour le Ballon d'Or. Alors, Carl Olive, hein, député Renaissance des Yvelines, ancien maire de Poissy, président de l'association Génération Terrain. Hein, Génération Terrain. Alors, c'est vrai qu'on dirait quand même un réseau de franchises de jardinerie à proximité de chez vous. Mais non, non, c'est une association, voilà. Et Carl Olive a fait un papier, parce qu'il est courageux, tu vois. Il a fait un papier dans le JDD. Hein, parce que c'est interdit, c'est l'extrême droite. On va en reparler d'ailleurs de ça. Cette mauvaise foi absolue des politiciens et de la scène médiatique. Et Carl Olive a pris sa plus belle plume pour écrire un papier dans le JDD, un bravant la frontière comme ça de la presse nazie. Hein. Bon, alors le papier, attention. Parce que en France, je pensais que les institutions publiques étaient en lutte contre les comportements sectaires et les radicalisations. Là, il va falloir faire quelque chose par rapport à la République en marche, hein. Parce que ça m'inquiète, hein. Ça commence à sincèrement m'inquiéter. Alors déjà, le titre de l'article, hein, je vais vous le montrer. Je configure l'écran, naturellement, ce n'était pas le cas. On change pas une équipe qui fait match nul. Allons sentir le cul des vaches. C'est le nom. C'est le nom de la tribune, signée par Carl Olive, hein. Voilà. Non, non, mais c'est pas une vanne, hein, vous pouvez voir, hein. Je suis sur caféine, vous savez. JDD. Allons sentir le cul des vaches, hein, donc, voilà. Et alors, on a des pépites. On a des pépites. euh, c'est honnêtement, bon, en ce moment, tu vois, il y a Oppenheimer au cinéma, c'est Christopher Nolan. Il a fait des films comme Interstellar. Pour moi, Interstellar, ça semble devenir plus ou moins le comportement médiatique des élus de la majorité présidentielle. Parce que c'est hallucinant. Merci à Ophéric pour le subprime 6e mois, merci beaucoup. C'est complètement dingue. Il y a des formulations, je vais vous le dire, hein. Il parle de la réforme des retraites. C'est Emmanuel Macron, hein, il y a pris goût, conscient des limites de la verticalité dans une société qui n'obéit plus au doigt et à l'œil. Ah ouais. Bis repetita avec la réforme des retraites et des séquences terrain constructives malgré les concerts de casseroles savamment orchestrés par des musiciens de fortune politisés, sans aucun respect et sans inspiration. Euh, Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, hein, et Carl Olive nous le dit, hein, je veux dire, le problème aujourd'hui, c'est d'avoir des gens politisés. Ouais, ouais. Depuis quand les gens s'intéressent à la politique? Depuis quand les pecnos et autres beaufs de province ont des avis? Pire, des convictions. Mais vous vous prenez pour qui? C'est quoi l'étape d'après?
Vous ne votez pas pour les gens qu'on vous dit? Non mais non mais rigole pas trop Dimitri parce que c'est chiant maintenant. Les gens ont des convictions et ils vont taper dans des casseroles parce qu'ils sont pas contents. Mais on est où? En démocratie? Voilà, hein, voilà, prenez vos sabots crottés, allez vous faire enculer. Non mais je suis désolé, je suis obligé d'être vulgaire. Ça ne se dit pas, hein, j'en suis conscient. Mais c'est lui qui a commencé, hein. Il a dit allons sentir le cul des vaches. Donc quelque part, il y a une dynamique. Voilà, d'où l'expression avoir la tête dans le cul. Non, mais tout le monde l'a entendu, ça j'y suis pour rien. Et je pense que le message de Carl Olive, c'est ça. Si tu veux sentir la merde, il faut être au plus proche de l'usine d'extraction. Et en l'occurrence, le cul. Alors, si possible, des vaches. Et on retrouve d'ailleurs la métaphore présidentielle. Et là, c'est pas l'homme qui parle, c'est l'amateur de littérature, hein. On retrouve, hein, cette métaphore présidentielle brillante, voilà, qui est encore dans tous les esprits, hein. J'ai bien envie d'emmerder les non-vaccinés. Donc il faut quand même souligner que le parti présidentiel et ses bouffons les plus illustres ont quand même une appétence pour le trou de balle qui est brillante. Entre Bruno Le Maire et son renflement brun, Carl Olive qui veut aller renifler le cul des bovins, et Emmanuel Macron qui veut chier sur des non-vaccinés, il y a quand même quelque chose à dire. Je pense qu'il faut se poser la question, hein, ça peut être une thèse, hein, une thèse de sociologie politique. D'En Marche à la politique de l'anus, retour sur les 2 mandats d'Emmanuel Macron. Je propose le thème, Voilà, libre à chacun. Je dis juste qu'ils ont un rapport au cul qui confine à, comment dire, ouais, qui confine à l'addiction. Voilà, c'est ça que je voulais dire, à l'addiction. Est-ce que pour faire partie du cercle présidentiel, il faut se ranger divers objets dans le rectum? Voilà. Faut-il prendre son cul pour une trousse? Non, mais je pose la question. J'aime la politique, je m'y intéresse et je constate que le parti présidentiel multiplie les métaphores anales. Pourquoi, comment? Et lui, maintenant, il veut aller sentir le cul des vaches et il t'explique que, en fait, les gens qui ont tapé dans les casseroles, le problème, c'était que c'était des gens politisés. Donc, en fait, finalement, les gens devraient être littéralement des trous du cul pour que la France soit bien gérée. C'est-à-dire des anus. Des anus. Tu rentres des choses, ça sort des choses. Mais ça ne parle pas, ça n'est pas politisé. L'anus ne tape pas dans une casserole. Voilà. J'essaie d'être sérieux, je le suis à moitié. Je pense à moitié ce que je vous dis, vraiment. Parce que cette politique de l'anal, au bout d'un moment, elle commence à faire sens. Ils parlent tous de ça, quand ils n'en écrivent pas des livres d'ailleurs. Donc voilà, hein. Donc j'aimerais quand même que la question se pose. Alors on continue parce qu'on va pas faire non plus 10 minutes sur le trou de balle, même si on parle de Carl Olive. Là, il a dit donc sentir le cul des vaches, il y a l'histoire de casserole, je veux dire, avec le problème que les gens soient politisés. On a quoi d'autre? On a aussi une phrase qui est quand même assez formidable sur la réforme des retraites, hein. Carl Olive écrit sur les retraites, oui, il a été entendu et compris qu'il faudrait travailler un peu plus car l'allongement de la durée de vie est là, que les actifs qui financent le système sont proportionnellement moins nombreux que les retraités qui en bénéficient. Voilà. Il a été entendu et compris. Alors là encore, faisons de l'analyse de texte, hein, voilà. C'est comme on faisait à l'école, hein, ça rappelle des bons souvenirs. Merci à Fu8 qui vient de Subprime, 3e mois, merci beaucoup, hein. Faisons de l'analyse de texte. C'est un peu comme Barbie, au fond, hein. Alors, non pas que Carl Olive soit une poupée du pouvoir, je n'ai pas dit ça, je le pense, mais je ne le dis pas. Simplement, il faut prendre au premier degré. Je veux dire, le mec écrit ça dans le JDD, hein. Je veux dire, il n'est pas dans Pif Gadget. C'est facile de faire des blagues avec ce gouvernement. En fait, je suis une daube sur scène, mais c'est juste que c'est trop drôle de base. C'est ça le truc. Moi, je veux faire du stand-up parce qu'en fait, c'est comme si tu jouais contre des équipes de foot qui étaient nulles chaque week-end. Bon, bah, Stephen Hawking, il est avant-centre. C'est pareil, si tu veux. C'est pareil. Merci à Skilos, qui vient de Subprime. Merci beaucoup. Donc, non, on rigole, mais on rigole pas. Donc voilà, il t'explique clairement, voilà, ça a été entendu et compris. Alors, est-ce que quelqu'un à qui tu ne donnes pas le choix, dans la mesure où il agit comme tu l'entends,
a finalement été libre d'agir, tu vois? Ou est-ce qu'il a été libre d'obéir, comme le veut la belle formule du livre de Johann Chapoutot, historien français du nazisme formidable. C'est sidérant, c'est vraiment sidérant. Et après, voilà, je ferai pas. J'émets quand même des doutes hein, sur la clairvoyance et la lucidité intellectuelle d'Anne Carl Olive. On ne le connaît pas encore assez pour mesurer s'il nous prend pour des bœufs ou s'il en figure parmi le troupeau. Ça, je sais pas. Mais c'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Euh, il y a, voilà, toutes les dingueries dans sa tribune. Je crois qu'il y en a encore une autre. Nanana, nanana, c'était quoi d'autre? Non, après ça va. Après ça va. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà pas mal, parce que le titre, en fait, le titre se suffit à lui-même. Hein. Aller sentir le cul des vaches, je crois que il n'y a pas besoin non plus de faire 6 heures là-dessus, mais bon, c'est quand même assez bluffant. Est-ce qu'on peut parler de médiocrité? Ça, je ne sais guère, mais mais voilà un petit peu cette tribune pour ouvrir, voilà, pour l'échauffement. Je voulais, je voulais que vous soyez bien sur les appuis. C'est l'échauffement, c'est le premier sujet de la journée. Carl Olive dans le JDD, c'était dimanche, hein, dimanche dernier, donc le 20 août 2023. Et c'est vrai que ce cirque Pinder du trou du cul qui fait sens semaine après semaine. La transition est toute trouvée. La transition est toute trouvée. Je vous ai parlé hein, d'un nouvel exemple de mauvaise foi assez sidérant. Hein, une mauvaise foi sidérante. Ou alors, faut-il l'accorder avec exemple ou avec mauvaise foi? Ça, c'est... J'ai l'impression d'être Bernard Pivot. Voilà. Alors que je suis gardien de but au handball. Voilà, pour ceux qui... là, il faut suivre le handball, parce que sinon, effectivement, je comprends que ça ne vous parle absolument pas. Rodolphe Saadé. Alors, Rodolphe Saadé, vous en avez peut-être pas entendu parler. C'est l'un des milliardaires du moment, l'un des milliardaires français du moment. Libération avait fait un article le 28 février 2023 très complet pour raconter un petit peu son parcours, où il en est, comment il en est arrivé là. Je vous lis hein, quelques éléments pour bien comprendre quand même qui est le monsieur. Donc on a quoi? Comment ça commence son histoire? Donc le PDG de l'entreprise maritime CMA CGM, que vous connaissez peut-être, qui s'est imposé dans le milieu des affaires. Alors, je vais retrouver son parcours. Attendez, bougez pas. On va aller sur Wikipédia. Hein. C'est peut-être. Tu vois, je te l'ai dit, c'est pas non plus tout le temps Albert Londres, hein, ce que je vous fais. Mais donc le monsieur, chef d'entreprise et milliardaire franco-libanais, depuis novembre 2017, le dirigeant du groupe CMA-CGM, l'un des leaders mondiaux du transport de la logistique. Il est propriétaire des journaux La Provence, Corse Matin et La Tribune via CMA-CGM Média. Sa famille est l'une des plus riches de France et du Liban, avec une fortune estimée à 41,4 milliards de dollars le 28 février 2023 par Forbes. Donc, une fois de plus, hein, comme dirait Marlène Schiappa, quelqu'un qui s'est fait à la force du poignet, qui a eu la chance d'être né après sa famille, comme on dit. Merci à Glow the Fish pour le 13e mois, sub magnifique. Et c'est vrai que Rodolphe Saadé, on en parle de plus en plus, il multiplie les investissements dans les médias bien évidemment. C'est l'un des nouveaux actionnaires de Marseille, le club de football, on le voit sur le maillot, hein, c'est le nouveau sponsor maillot, donc là faut mettre du pognon. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant parce que vous l'avez compris, hein, l'investissement de milliardaires idéologisés dans les médias français est un véritable scandale qui fait chialer toutes nos prostituées médiatiques et politiques qui font de Bolloré, ancien soutien de Macron en 2017, enfin pas le plus fervent on va dire, mais en tout cas qui a soutenu Macron en 2017, donc nos prostituées médiatiques et politiques qui tentent de transformer Bolloré aujourd'hui comme une sorte de Goebbels qui ne dirait pas son nom, quoi. C'est-à-dire l'extrême droite la plus dure, parce que dans le JDD on parle désormais de catholicisme. Donc, voilà. C'est quasiment le quatrième Reich. Donc, c'est vrai que... attendez, on me dit que le son est faible, je peux peut-être augmenter par là, j'en sais rien, je sais pas moi. Moi je touche, mais sûrement que ça ne marche pas. Donc, ce monsieur Rodolphe Saadé, on en parle de plus en plus. Et ce qui est très intéressant, vraiment, ce qu'on a eu dans le monde de demain. Dans le monde de demain, je suis pas dans le futur. C'est juste que le journal Le Monde a la particularité d'être publié, d'être envoyé en version numérique la veille.
la veille, hein, donc vers midi, 13h, quelque chose comme ça. Donc on a déjà les infos de demain dans le monde et on a eu quelque chose de formidable. Mais vraiment, pour l'instant, en tout cas, le silence autour de cette actualité se savoure vraiment comme de la mousse de canard au Porto. Moi, personnellement, j'adore ça. Chacun ses goûts. Je veux dire, sur du pain frais de la boulangerie, moi, ça me régale. Donc voilà, cette histoire de Saadé, je vous présente le bonhomme qui est un milliardaire comme Bolloré, qui a un cerveau et des idées comme Bolloré. Et pourtant, j'imagine hein, que vous n'avez pas entendu parler de cela. Je vais mettre le bon écran. Bougez pas. La Tribune dimanche, le pari d'un renouveau média généraliste, propriété de Rodolphe Saadé, le quotidien économique en ligne, annonce pour le 8 octobre l'arrivée en kiosque d'un nouvel hebdomadaire. Donc on a le média La Tribune, journal économique que vous connaissez sûrement, qui va venir chasser sur les plates-bandes du JDD avec un nouvel hebdomadaire qui va s'appeler La Tribune dimanche, donc qui sortira le dimanche, bien joué, pour venir proposer un média qui, lui, n'est pas biaisé. Tout de même, voilà, un vrai média objectif, qui n'est pas piloté par l'extrême droite la plus nazie qui mange des bambins au brunch. Et là, c'est objectif. Là, ils ont dit attention. Là, on sait déjà hein, les noms de certains journalistes qui vont officier là-dedans. On va avoir Bruno Jeudi, l'ancien rédacteur en chef politique et économiste de Paris Match, économique de Paris Match, licencié pendant l'été 2022 après avoir porté la contestation de la rédaction contre la une consacrée au cardinal ultra-conservateur Robert Sarra. Voilà. On aura également un Swazig Kemener, ex-rédactrice en chef du service politique de Marianne, ex-rédactrice du Journal du Dimanche. À ses côtés, celle de Ludovic Vigogne, ex-journaliste politique à l'Opinion, qui a également travaillé avec Bruno Jeudi lors de son passage au Parisien. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, et vous me connaissez, si je m'arrête là, c'est pas très drôle. Si je m'arrête là, on va dire, ouais, encore un média détenu par des milliardaires qui sont plus ou moins proches du pouvoir, mais au moins, ils ne sont pas d'extrême droite. Et j'ai trouvé un site qu'on a parlé le 1er mars 2023. Donc ça remonte, tu vois, ça remonte un petit peu. Un site... moi, que je trouve de qualité, de très grande qualité, qui avait évoqué ces faits-là, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Rodolphe Saadé. Tu vois, c'est curieux. Bolloré, on en parle beaucoup. Saadé, pas trop. Alors, je vais vous montrer ce site qui est assez formidable. Regardez, j'arrive tout de suite. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Juste milieu. Ouais, juste milieu. On avait parlé, parce qu'en fait, c'était sur ce fameux article de Libération dont je vous parle, qui expliquait quand même les liens entre Rodolphe Saadé et Emmanuel Macron. Ah ouais, je vous lis ce qui a été écrit sur ce site. Merci à Marie, d'ailleurs, qui est l'auteur de cet article. Rodolphe Saadé n'a jamais caché sa connivence avec les idées d'Emmanuel Macron. Mais là, ça va plus loin. Selon l'article de Libération, les deux hommes auraient voyagé ensemble aux États-Unis et en Algérie en 2022. Rodolphe Saadé a également croisé la route de Bruno Le Maire et connaîtrait étroitement Édouard Philippe. Ancien maire du Havre, la ville est connue pour son aspect portuaire cher à CMA-CGM. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, Saadé a tenté de faire entrer au conseil d'administration de CMA-CGM Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports. Cette fois-ci, le conflit d'intérêts était trop important pour la HATVP, qui a empêché cette nomination. Allô, l'extrême gauche, les médias, on critique les rachats médiatiques de tous les oligarques ou que quand vous arrange, que quand ça vous arrange. Allô, c'est la famille Bélier ou quoi? C'est pas vrai, elle est où Sandrine Rousseau? Ils sont où l'extrême gauche? Merde, ça les dérangerait pas sur ce coup-là ou quoi? Ouais. C'est la gorge, ça a mal à passer, la gorge. Ça fait mauvais genre. Non, mais je pense qu'on peut le dire, ça fait mauvais genre. Non, mais je suis désolé. Donc, pour être sérieux 30 secondes, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des poils à frire. Enfin, je veux dire, le scandale Bolloré, qui est monté de toutes pièces, je veux dire, ça, c'est une chose. Mais l'affaire Saadé et pour l'instant, le silence qui l'accompagne, avec l'apparition de ce nouveau média qui, à mon avis, va être à la Macronie ce que la vaseline est à l'anus. Voilà, pour rester dans les métaphores qui plaisent au pouvoir.
veux dire, on voit bien que tout ça, c'est de la cagolerie, quoi. C'est de la cagolerie. Quand l'extrême gauche, quand beaucoup de médias, enfin surtout les médias, parce que limite l'extrême gauche, ils sont dans leur rôle politique à la rigueur, ça c'est le jeu. Presque, voilà, que l'extrême gauche se soucie de la ligne éditoriale du JDD, version Bolloré, et ne dise rien sur la ligne de Libération, enfin des lignes qui lui sont plus proches, ça à la limite c'est le jeu. Presque, pourquoi pas, tu vois. C'est comme l'extrême droite qui est silencieuse sur l'affaire du JDD, ça pourquoi pas. À la limite, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les cagoles médiatiques qui chialent depuis des semaines parce que Bolloré rachète le JDD, parce que d'ailleurs, il faut rappeler que ces cagoles-là chialeraient de la même manière si le JDD disparaissait. Et elles viendraient nous expliquer des dizaines d'emplois de journalistes qui tombent à l'eau faute de repreneurs. Oui, mais quand il y en a un, en fait, c'est pas un repreneur comme vous voulez. Et par contre, quand Rodolphe Saadé, très proche de la Macronie, qui va bien évidemment ne pas proposer une ligne très différente de ce qu'on peut voir d'ailleurs en grande partie ailleurs, là, il n'y aura personne pour venir chialer et pour venir expliquer que, que c'est problématique. Et que, ah ouais, mais quand même, la déontologie journalistique et tout ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter les bêtises. C'est un niveau de cagolerie comme rarement observé. Et quand même, faut que je retrouve une autre actualité parce que je veux pas vous dire de bêtises. Parce qu'il y a quand même un projet de la Macronie qui est passionnant par rapport à ça. Euh... Nanana, nanana. Attendez. Parce que j'avais lu un truc qui était hallucinant, qui parlait de députés LREM qui voulaient proposer quelque chose à l'Assemblée pour surveiller la pluralité dans les médias. Oui, voilà, attends. C'était par là, ouais, c'est ça, voilà. Indépendance des médias, la loi anti-Bolloré entre en application. Donc ça remonte un petit peu. Ah mais non, c'est en 2016. Non, mais c'est trop. Non, non, mais c'est pas ce que je... Faut que je retrouve, on en reparlera. On en reparlera de toute façon, cette histoire, je veux pas vous dire de bêtises. Mais c'est profondément... Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant et très éclairant, en fait, de notre époque, où l'on constate une fois de plus des larmes à géométrie variable. Si tu veux. C'est différent. C'est-à-dire des gens qui viennent chialer finalement pour une idéologie, mais qui n'en ont absolument rien à foutre. Et là, quand c'est Rodolphe Saadé, proche de la Macronie, qui crée un nouveau média, et qui d'ailleurs l'a racheté auparavant, là, il n'y a plus personne. Là, il y a Bubule. On n'entend personne chialer sur l'empire médiatique des Xavier Niel, des Bernard Arnault, des Dassault et compagnie. Donc, c'est vraiment d'une mauvaise foi sidérante. Donc, qu'on ne vienne pas, si vous voulez, je ne prends plus au sérieux les gens qui ne chialent que sur la menace représentée par Bolloré. Parce que loin de moi l'idée de nier effectivement le fait que ces oligarques qui foutent du pognon dans les médias sont d'abord là pour diffuser une idéologie, mais par contre c'est le cas de tous les oligarques, pas que ceux qui ne sont pas d'accord avec la ligne de tous les autres médias, si tu veux. Donc bon, c'est un tout petit peu embêtant. Merci à Furia L06 qui vient de subprime, merci beaucoup. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, les amis, sur cette affaire Rodolphe Saadé. On continue dans les sujets pêle-mêle avant de parler des impôts. Ça va être l'un des gros sujets, le premier gros sujet du jour. Et après, il y aura l'interview de Nicolas Sarkozy qu'on va décortiquer. Alors là, vraiment, allez acheter un pack de couches parce que je sens que ça va être utile pour vous. Je prends le message. Je prends des messages du chat, les copains. On a Aldebaran 1 qui nous dit « Salut, je pense que ce qu'on reproche à Bolloré, c'est de racheter un journal existant, de le dévoyer environ 80% des journalistes pour en mettre d'autres plus compatibles avec son idéologie, comme pour Europe 1 et le JDD, qu'il monte un nouveau média s'il veut. » Alors, je suis à moitié d'accord avec toi. Je suis à moitié d'accord avec toi parce que, d'une certaine manière, tu as raison, effectivement, il arrive en virant des journalistes et tout ça, ça c'est acté. Et effectivement, peut-être que créer un média de toutes pièces, c'est plus simple et tout ça, ça on est d'accord. Par contre, l'avantage d'un média existant, c'est comme un actif, hein, c'est comme un rachat d'actifs avec une entreprise qui a déjà du matériel, qui a déjà une usine, qui a déjà des employés. Donc, sur cette dynamique-là, je comprends qu'il rachète un média existant qui a déjà une image et un fonctionnement plutôt que d'en créer un de nouveau. Ensuite, on parle d'un journal en difficulté, comme d'ailleurs la grande majorité des hebdos, des quotidiens et autres, donc avec une nécessaire restructuration économique. Après, là où je te rejoins quand même, c'est sur effectivement le fait...
De virer, ça reste à voir, hein. D'ailleurs, je suis même enfin, des 80%, si tu as des sources, je suis preneur. Je suis vraiment preneur parce que je suis pas certain de ça. Parce qu'il y a, si tu veux, il y a ceux qui ont fait grève et après, Bubule, qui ont baissé le slibard et qui sont retournés au boulot. C'était la même chose au moment du passage iTélé, CNews, toute la sphère médiatique qui s'est mobilisée. Après, 2 semaines après, voilà, c'était terminé et Bubule, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on se scandalise en disant qu'un oligarque qui est là pour diffuser une idéologie, ça me semble assez clair, et qui embauche des gens qui collent à cette ligne-là, ça ne me scandalise pas dans la mesure où je ne suis pas certain que du côté de Libération, du côté de Politis, du côté de l'humanité, on s'interroge sur la nécessité d'avoir des journalistes d'autres bords politiques dans l'équipe, tu vois. C'est-à-dire que bon, bah, on est bien content d'avoir que des gens qui collent à la ligne. Faites un entretien d'embauche chez Libération en disant que vous avez voté Zemmour. Je suis pas certain que vous soyez pris, quand bien même personne ne représente déjà cette ligne dans l'équipe de rédaction, tu vois. Donc au bout d'un moment, on a aussi en fait, et parce que de toute façon, il faut se rendre à l'évidence d'une réalité qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais il faut se rendre à l'évidence que les médias sont des entreprises. Il faut arrêter de fantasmer l'idée d'un média tout à fait objectif, avec une pluralité dans la rédaction de machin, de bidule. La majorité des médias, enfin, en gros, les médias aujourd'hui se répartissent en deux clans. Ceux qui sont financés par le service, enfin, ceux du service public, donc financés par l'État, et ceux qui sont financés par le privé. Dans les deux cas, vous avez des médias contraints et contris, de toute façon, qui vont devoir obéir à leurs financiers. C'est évident, c'est malheureux. Alors, avec plus ou moins de latitude, ça on est d'accord. Mais il ne faut pas le nier. Même quand c'est le service public, regardez France Inter. Prenez le résultat des élections, regardez la ligne de France Inter. Je parle pas je parle pas au niveau de la présence, hein, enfin, du temps d'antenne pour chaque parti, parce que ça, à la limite, c'est plus ou moins respecté. Mais regardez la pluralité des experts qui sont invités, des intervenants, des chroniqueurs et tout ça. Alors, autant le temps d'antenne des partis est respecté, autant là-dessus, bubule. Donc, il faut aussi accepter ça. Un média, de toute façon, est subjectif. Un média, enfin, on l'a déjà dit mille et une fois, un média est subjectif. Et aujourd'hui, ils se prennent dans le tapis d'avoir voulu faire croire aux gens qu'ils détenaient la vérité et qu'ils étaient l'objectivité même, ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, ça dérangeait qui, il y a encore 30 ans, que le Figaro se présente et assume le fait d'être un journal de droite. On savait où on mettait les pieds, c'était clair. Et aujourd'hui, parce qu'ils veulent tous faire une OPA sauvage sur la vérité, à grand renfort de fact-checking, de choses comme ça et tout, en fait, ils en viennent à tous vendre la même logique de nous, on détient la vérité. Et au fond, bah, quand un oligarque arrive et dit bah, désormais ça c'est de droite, ça c'est d'extrême droite, quand Libération, on pointe du doigt le fait qu'il soit complètement gauchisé, que France Inter ce soit la même chose et tout ça, ou en tout cas qu'il ne soit pas très critique avec la main qui les nourrit, bah, voilà, c'est leur promesse qui tombe à l'eau, c'est pas la réalité du journalisme, hein. Faut pas se tromper là-dessus, quoi. Donc, non, non, c'est assez sidérant. Et puis, rappelons quand même, alors là encore, ça n'est pas pour blanchir Bolloré ou quoi, mais je pense que ce constat, j'en appelle à l'honnêteté intellectuelle des gens, hein, qu'ils soient d'accord ou pas avec la ligne du JDD, ça on s'en fout. Mais ce qui choque aussi, c'est qu'on injecte un peu de pluralité. Parce que quand on voit des observateurs et compagnie qui chialent sur l'arrivée de Bolloré, on parle d'une chaîne de radio, Europe 1, d'une chaîne de TV, CNews, et enfin le groupe Canal plus largement, mais je parle sur l'aspect informationnel, et un hebdo, Valeurs Actuelles, et enfin oui, 2 hebdos, Valeurs Actuelles et le Journal du Dimanche. Peut-être quelques autres reliquats à droite à gauche, mais vous prenez tout le reste du paysage politique, bon, ça va, on n'est même pas encore en situation d'égalité. Donc faut peut-être pas déconner non plus, quoi. C'est aussi ça qui est un petit peu embêtant. Et puis avec cette mauvaise foi, on part de là, de venir chialer sur Bolloré. Par contre, quand c'est Kretinsky, dont personne ne connaît la nature exacte de la fortune, ça dérange pas du tout. Quand c'est Xavier Niel, il n'y a pas de problème. Quand c'est Bernard Arnault, il n'y a pas de problème, et ainsi de suite. Donc
C'est cette mauvaise foi-là qui est propre à l'analyse qu'on fait du monde médiatique français qui me chauffe les oreilles. On continue, les copains, sans aucune transition. On continue avec Stéphane Diagana. Je voulais vous parler de ça parce que là, on est chaque heure qui passe nous rapproche des Jeux Olympiques. Et là, je le sens bien. Ouais, je le sens bien. Déjà, les épreuves aquatiques, quand tu as Tony Estanguet qui te dit, concernant le triathlon, il y a eu une épreuve de triathlon qui devait avoir lieu ce week-end dans la Seine, ça a été annulé. Alors là, c'est pas la pluie cette fois-là. Mais bon, ça a été annulé parce que les fédérations ne veulent pas. Il y a des vérifications qui sont faites de l'eau et ça va pas. Et on a Tony Estanguet qui est dans le comité d'organisation de Paris 2024 qui a dit: face à la persistance de divergences dans les résultats d'analyse de la qualité de l'eau, la décision a été prise conjointement de faire basculer l'épreuve test de relais mixte vers une compétition de duathlon. Voilà, tu vois. Donc on ne va pas dans l'eau. Et apparemment, ils se sont dit, tu vois, Tony Estanguet a dit, au pire, pour les JO, on pourra aussi faire ça, tu vois. On pourra aussi passer en duathlon, tu vois. Alors, puis en plus, attention, c'est la persistance de divergences. C'est-à-dire que tu as des tests, mais tu as des divergences. Donc, le test qui a raison, c'est celui qui permet que les gens nagent, qui valide qui valide Paris 2024. Donc c'est tendu, ça va être un petit peu tendu. Et puis au-delà de ça, de ce fameux pari de pouvoir nager dans la Seine et sur lequel déjà Chirac s'était cassé les dents et d'autres après lui, on a aussi, tu sais, t'as quand même l'aspect sportif. Parce que mine de rien, les Jeux Olympiques, à un moment donné, tu fais du sport. C'est assez inévitable. Et sur l'athlétisme, il y a les championnats du monde d'athlétisme en ce moment du côté de Budapest. Normalement, le pays organisateur, il se chauffe en amont. Tu vois, vous prenez la Grande-Bretagne, pour les JO de Londres en 2012, avait fait un immense plan presque de réorganisation et d'organisation de son monde sportif, du monde sportif britannique, pour glaner le plus possible de médailles. Et ils avaient fait top 5. Je me demande s'ils n'avaient pas fait 4e, je crois. On va regarder au classement des médailles 2012. À Londres, c'était assez incroyable. C'était assez incroyable. Voilà, la Grande-Bretagne qui avait été troisième avec 64 médailles, dont 29 en or. C'était plus que la Russie ou encore que l'Allemagne. Bien sûr que la France qui avait fini avec 35 médailles. Donc c'était les Anglais avaient réussi leur pari avec les JO de Londres, et ça s'était perpétué. Ce qui était intéressant, c'est que l'idée, c'était de préparer des générations entières de sportifs pour performer par la suite. Vous prenez par exemple les Jeux de Rio 2016, on va regarder au tableau des médailles. À Rio, la Grande-Bretagne fait 4e avec 65 médailles, donc en plus, c'est cohérent. Donc 22 en or. Ils sont là encore devant l'Australie, devant les Pays-Bas. Alors devant la Russie, au comité olympique, parce que la Russie et les athlètes russes étaient exclus. Devant la France, qui était avec 33 médailles, donc c'était déjà moins. Et si on prend sur les derniers Jeux olympiques, Tokyo 2020, la Grande-Bretagne qui était 2e, donc en plus qui progresse. Donc c'est dire en fait l'impact de ce plan qui avait été mis en place pour que la Grande-Bretagne devienne une véritable nation de sport sur le long terme, et la France qui avait progressé aussi quand même à Rio avec 42 médailles, dont 10 en or. La Grande-Bretagne qui était 2e, juste derrière les États-Unis, devant la Chine, ce qui est quand même hallucinant, quand même une performance dingue. Donc c'est dire l'efficacité de ce plan-là, parce que le pays organisateur, normalement, se prépare et doit performer dans ses propres jeux. Bon, nous, c'est chaud. Nous, apparemment, ça va être chaud. On a Stéphane Diagana, donc un grand sportif français, qui a parlé, je crois que c'était hier soir, en direct sur France 3, qui a expliqué ce qu'on pouvait espérer en athlétisme. Ça va être tendu. Olympique dans un an, quoi. C'est dans un an. Oui, mais si on est tout à fait objectif, on peut remonter loin. Il y en a eu quelques-uns, mais on n'a jamais été non plus une nation au top du top sur le plan des médailles. Il faut être honnête. En athlétisme. En athlétisme. Oui, en athlétisme. Oui. En athlétisme, quand on a je parle 3 médailles, bien sûr. Oui, quand on a 3 médailles en athlétisme, c'est un carton. Si on enlève Paris 2003. Historiquement, je parle aux Jeux Olympiques, historiquement, c'est un carton. Les 6 médailles que l'on a eues à Rio, il y en a beaucoup qui tiennent. Il y a une médaille de Dimitri Bascou à 13,24 ou 13,25, ce qui est rarissime de prendre une médaille à ce niveau-là. On le voit bien ici. Exact. Christophe Lemaître également Christophe Lemaître au millième face à Gemili. Et puis il y a la disqualification de Ezekiel Kemboy qui donne la médaille à Mayedine Mekissi. Bon, mais si on a ces 3 médailles, on est à 3 médailles. Et quand on fait 3 médailles, on est bien. Et là, avec la concurrence internationale que l'on a, si on ne modifie pas profondément beaucoup de choses,
ce sera 3 médailles, ce sera le top et on va pas aller plutôt vers 6, on ira vers 2, vers 1. Parce que quand on voit les nations ici, il y a des nations qui investissent plus aussi. Même si, comme le dit Guy, il y a des choses qui sont faites au niveau de l'Agence nationale du sport, au niveau de la fédération. Mais c'est tout un système, c'est la place du sport à l'école. Ça part de là. On a vu Christian Che qui est slovène. Le sport slovène nous épate dans bien des sports. Et en fait, ils ont un système où eux, pour des questions de santé publique, ils testent tous les gamins, tous les ans, de 5 ans à 17 ans, tous les gamins, en changeant de classe, ils sont évalués sur des capacités physiques. C'est d'abord pour de la santé publique, mais ça leur permet de repérer des talents. Et derrière, ils les orientent, ils les accompagnent. Donc on est face à des systèmes aussi bien organisés. Et moi d'ailleurs, ce système m'intéresse plus pour des raisons de santé publique pour les gamins plutôt que la perte, parce que le plus important finalement c'est ça. Mais si on met de tels systèmes en place, ça va changer les choses. Et tant sur la santé publique que sur le plan des résultats sportifs. Et vous parlez de la Slovénie, c'est un très bon exemple en termes de réussite dans quasiment tous les sports, en tout cas dans les sports majeurs, en tout cas ceux qui nous concernent principalement. C'est 2 millions d'habitants la Slovénie seulement. On est combien nous? 60 millions. Le reportage qui expliquait ça, j'avais vu, il disait nous, des gamins de 5 à 17 ans, si on prend cette tranche-là, c'est 220 000 gamins. Donc on peut pas si on veut faire de la performance de haut niveau, on peut pas compter sur la chance. Donc il faut qu'on ait des systèmes bien organisés et qui sont parfois presque plus performants que d'autres de nations plus importantes. Et Guy, Voilà, hein, c'est le constat qui est dur, un constat qui est dur, qui est amer. Pour faire une petite parenthèse du sport en vue de ces JO de Paris 2024, et c'est vrai que, rendez-vous compte, hein, on est à un an, on est à un an quasiment pile poil de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, et on en est à se poser ces questions-là. Hein. Donc, vous le savez, c'est l'un des paris que j'ai fait avec vous, alors, sans mauvais jeu de mots. Pour moi, ces JO n'auront pas lieu. Et je crois que sur l'aspect sportif, mais c'est à se demander s'ils doivent avoir lieu. Parce que on a déjà cette question de cérémonie d'ouverture sur la Seine avec des barges. Alors, le bateau, c'est pas un hommage à Anne Hidalgo. Des barges qui doivent défiler sur la Seine, la sécurisation de plusieurs kilomètres de Seine. Regardez ce que nous disait le criminologue et expert en tout, et toutologue Alain Bauer, c'était sur le plateau de ces politiques, ou c'est dans l'air, pardon, au moment de l'affaire du Stade de France, déjà qui est un exemple de ce que la France n'est, semble-t-il, pas capable de faire. Regardez sur l'aspect sécuritaire, ne serait-ce que de la cérémonie d'ouverture. On parlera un peu de l'aspect sportif après, mais regardez ce que disait Alain Bauer à l'époque. Pour l'histoire, et ici ce soir, que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Ah oui. Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public, n'est envisageable sous cette forme-là. La préfecture de police n'était pas défavorable, elle était totalement opposée pour des raisons légitimes. Il n'y a pas un expert français, étranger, du CIO ou d'ailleurs, qui trouve que ce truc a du sens, non seulement pour les menaces habituelles, mais je voudrais rajouter... Menaces habituelles qui sont juste... qui sont le hooliganisme, les mouvements. Tout le temps, à cause d'un autre événement qui se passe à côté. Voilà. Et il est impossible de sécuriser 12 km au-dessus de Paris, sur la Seine, dans ces conditions-là. Et quelle est votre crainte par rapport au drone? Un drone permet de devenir un drone kamikaze et de se faire exploser au milieu d'une foule sur la Seine, ce qui est encore pire qu'un mouvement de foule sur une berge, créant les conditions d'un désastre. Donc ce truc-là n'a aucun sens. Personne n'arrive à expliquer autrement que pour des raisons de communication, ce qui n'est pas seulement une initiative du président de la République, mais aussi de la maire de Paris, qui insiste énormément pour avoir cette cérémonie invraisemblable, dont je dis aujourd'hui que ceux qui la veulent sous cette forme-là, telle que c'est présenté, telle que c'est organisé, telle que c'est imaginé, c'est la cérémonie la plus dangereuse de l'histoire des Jeux. Vous l'avez... Voilà, le bilan est clair, le constat est clair, et c'est vrai que difficile de donner tort à Alain Bauer là-dessus. C'est complètement dingue, et je pense que ces JO ne doivent pas avoir lieu parce que là, on a effectivement ce risque qui est clair, et de manière générale, la France n'a pas été capable de sécuriser une finale de Ligue des Champions. On n'est pas capable. Enfin, la France est en danger quand il y a des concerts de casseroles. On a vu au moment des émeutes, je veux dire, mine de rien, on a quand même dû appeler le RAID, la BRI, le GIGN. Symboliquement, on n'était pas loin d'envoyer l'armée, mais on aurait pu. Je veux dire, quand on voit le RAID, quand on voit la BRI, dont l'un des théâtres d'intervention les plus mémorables était le Bataclan, c'est terriblissime. C'est terriblissime. Donc,
Je pense sincèrement que ces JO ne devraient pas avoir lieu, parce que sinon, et alors là, on peut être complotiste. Là, moi, je ne sais pas. J'essaie d'anticiper, justement, sur la fange complotiste. Est-ce que ces JO vont aller au bout? Est-ce qu'ils vont avoir lieu? Justement pour démontrer aux yeux du monde entier que la France est détruite, qu'elle n'est plus ce qu'elle semblait être au moment où elle a obtenu les Jeux Olympiques, ce qu'elle n'obtiendrait pas aujourd'hui, à mon avis, si la candidature avait lieu. Et dans ce cas-là, et là encore, je suis complotiste volontiers, ce qui serait peut-être la victoire finale des volontés de destruction d'Emmanuel Macron. Aux yeux du monde entier, Emmanuel Macron qui montrerait à qui, ça je ne sais pas, compléter la phrase, qui montrerait aux yeux du monde entier que la France est définitivement détruite et que voilà, en mondovision, on l'espère évidemment pas un carnage, pas un attentat, mais que ça n'est juste pas possible. Et que le monde entier va voir de l'impréparation, va voir, mais jusqu'à ce qui semble être des détails, mais qui aujourd'hui ne sont pas réglés. C'est-à-dire, vous prenez l'accès des personnes handicapées dans les transports parisiens. Parce que qui dit organisation des Jeux Olympiques dit organisation des Jeux Paralympiques. Donc dans une ville où des chiffres étaient sortis sur le nombre de lignes de métro, de portes de métro accessibles aux handicapés, mais qui est ridicule, qui est affligeant. Et on va recevoir les Jeux Paralympiques dans 1 an. Donc c'est hallucinant. Donc effectivement, aujourd'hui, je vous le dis de manière complètement complotiste, je l'assume parfaitement, parce que de toute façon, aujourd'hui, comme tout est complotiste, au moins, c'est pas très compliqué. Je pense qu'il y a une volonté. Et d'ailleurs, je sais que c'est complètement con à dire. Je peux pas croire que ce soit vrai. J'ai du mal à y croire. Mais je me demande s'il n'y a pas une volonté de flinguer définitivement la France aux yeux du monde entier et d'en faire un pays sous tutelle. Peut-être de l'Union européenne, peut-être de l'OTAN, peut-être d'autres organisations supranationales, je ne sais pas. Mais prenez la Grèce. C'est-à-dire un pays qui a fait banqueroute et qui aujourd'hui est définitivement esclavagisé par l'Union européenne. Aujourd'hui, quand on voit la gestion, et d'ailleurs la transition est parfaite parce qu'on va parler des impôts qui en 2024 vont exploser en France, et c'est en lien avec la réflexion que je voulais vous livrer, qui est un peu une évolution qu'il y a eu dans mon cerveau cet après-midi. Je me demande si tout ne va pas dans ce sens. Donc retenez bien ce que je vous dis là, on va parler des impôts et on fera se rejoindre les deux bretelles d'autoroute. Je prends vos messages un petit peu du chat, les amis, avant de commencer. Mister Seriza 76 qui nous dit: entre délinquance, terrorisme, construction d'infrastructures à la hâte et risque d'accident grave, saleté, insalubrité, comme tu dis, Rémi, les handicapés, en plus le problème lié à l'accessibilité, effectivement, etc. Ça pourrait être du courage. C'est dommage que dans leur cas, ce soit de l'inconscience. Non, mais c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Et puis pour finir, il y a Brain Legacy qui nous dit aussi, juste mis Twitch, Rémi, sportivement, Diagana, et pour suivre l'athlète, je suis d'accord à 100%, vient de dire que ça a toujours été le cas. On a des problèmes de résultats en athlète depuis des décennies. Maintenant, je suis bien sûr d'accord avec toi qu'on n'est pas prêt au niveau de l'orga. Absolument, non mais c'est clair. De toute façon, on ne va pas dire qu'on a découvert ça hier, ça c'est clair et net. Mais on voit quand même des pays qui ont réussi à sortir le nez de l'eau, et pas forcément sur 300 ans, quoi. On a l'exemple de la Grande-Bretagne que je citais tout à l'heure. On prend un pays qui est assez proche de nous structurellement. On pourrait parler de la Chine, mais c'est encore autre chose. Après, avec quasiment 1 milliard d'habitants, effectivement, il faut se comparer en fait à des pays qui sont plutôt proches de nous et qui s'en sortent très bien. Les performances de l'Allemagne sont en progression par rapport à nous, par exemple. Et la Slovénie est un exemple complètement dingue. La Slovénie à des sportifs monstrueux dans des disciplines complètement variées. Vous avez Roglic en cyclisme, vous avez Luka Doncic en basketball, vous avez aussi par exemple la Norvège, excusez-moi. La Norvège qui a des sportifs hallucinants. Erling Haaland en football, Warholm, je crois que c'est en 800 mètres, si je dis pas de conneries, je fais appel aux experts en athlétisme. C'est en demi-fond, il me semble. On a qui d'autre en Norvège? Ça envoie du gros bois, pareil. En tennis, il y a Casper Ruud. En vélo, je crois qu'ils en ont une paire aussi. Enfin, c'est dingue. C'est vraiment dingue de voir que d'autres pays ont mis des politiques
sportives il n'y a pas forcément très longtemps et qui ont déjà des résultats dingues. Alors que nous, en ayant eu les JO, presque on n'a pas réussi. Enfin, semble-t-il, on n'a pas réussi à mettre en place un programme digne de ce nom. Malheureusement, avec quelqu'un comme Claude Onesta, que j'admire, que j'aime beaucoup, qui est à la tête de la cellule de haute performance, en tout cas, qui devait piloter la question de la performance en vue des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, clairement, alors l'athlétisme, ça va être un peu tristouné. On le voit au championnat du monde, malheureusement, ça performe peu. L'un des rares espoirs de médaille, c'est Kevin Mayer, qui apparemment... on se demande si c'est pas une stratégie à force, parce qu'il a encore dit qu'il était peut-être blessé au talon d'Achille, semble-t-il, pour le décathlon. Donc affaire à suivre, mais c'est vrai que les espoirs de médaille sont assez minces. En judo, on a quand même de quoi bricoler, ça c'est chouette. En cyclisme, on l'a vu au championnat du monde en Écosse, c'était un peu moyennasse. Alors là, il y a Thierry Henry qui prend l'équipe jeune au foot. Il y aura peut-être Mbappé. Ça, c'est génial. On va encore bander, mais à mon avis, il y aura Bubule. Par contre, le sport co, ça serait que sport co. Le handball, on est très fort. Médaille d'or chez les hommes, chez les femmes, il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans et demi maintenant. Volleyball, ça a été très bon. Basketball, ça a été très bon. Donc à voir, mais on risque de vraiment passer pour des pompes à vélo, même sur le plan sportif. Et en basket aussi, on s'en sort bien, on l'a dit. Donc voilà. Alors c'est vrai que, pour finir la parenthèse, quand je parlais de la Norvège, je parlais sur des sports d'été, c'est-à-dire des sports où on ne les attend pas forcément. Parce que c'est vrai qu'en sport d'hiver, ils sont déjà extrêmement performants, les frères Beu et compagnie. Ça, c'est génial. Donc, les amis, on va parler de cette histoire d'impôt. Ouais. Ah là, c'est pas drôle. Là, ça va pas vous faire marrer. Là, je préfère vous prévenir. Là, on va pas se fendre la gueule. Là, les impôts. Alors, il y a eu un papier, on va partir de là, un papier dans l'Opinion du 18 août. C'était la semaine dernière. Je voulais déjà vous en parler la semaine dernière. Mais la succession des sujets a fait que non. L'Opinion du 18 août qui nous a expliqué que le gouvernement a promis de ne pas augmenter la pression fiscale. Cela ne l'empêche pas, de préparer un budget 2024 qui va transférer des charges de l'État vers les ménages et les entreprises. Impôts, pas de hausse, mais c'est tout comme, c'est le titre. Alors, clairement, on va assister à un nouvel exemple de ce qu'est la politique sous l'ère Emmanuel Macron, c'est-à-dire le en même temps, mais le en même temps poussé assez loin au niveau du renflement brun, pour être poli. C'est-à-dire, en même temps, tu n'as pas de hausse d'impôt, mais en même temps, tu en as quand même un petit peu. Et donc, l'Opinion nous résume pas mal ce qui va être fait. Alors, ce qui, bien sûr, on ne va pas le dire 8 fois, malheureusement, on a l'habitude, ce qui va à l'encontre de ce qui avait été promis par le gouvernement. Et pour vous résumer, pourquoi ça bug? J'étais bien lancé, putain. Pour résumer, on a sur les hausses les plus symboliques, alors parce que c'est vrai que les données économiques sont là. Et c'est quand même un paramètre important dans le problème. Avec un taux de 45,4% du PIB de prélèvement obligatoire, la France est au coude à coude avec le Danemark. Donc on est dans les pays qui ont le taux de prélèvement obligatoire les plus élevés d'Europe. C'est hallucinant. Dans le monde, on est bien classé aussi. Et c'est vrai qu'on en revient, quand on parlait de la Grèce, c'est le fil rouge, la comparaison avec la Grèce, parce que la France, aujourd'hui, est dans les radars de cette fameuse Troïka qu'on avait oublié. La France est dans les radars des standards économiques attendus pour que l'Union européenne, en gros, vous tombe pas sur le museau. On lit dans l'article, l'exigence de réduction du déficit l'an prochain va tout de même nécessiter de reporter des charges de l'État vers les ménages et les entreprises. La marche s'annonce haute. Il faut passer de 4,9% du PIB à 4,4% de déficit, malgré une croissance qui s'annonce moins forte que celle espérée par le gouvernement. Celle-ci est chiffrée à 1,6%. Pour l'instant. Alors pareil, on a un niveau de la dette qui a augmenté avec en plus
les taux d'emprunt qui ont augmenté, là où la France était il y a encore quelques années à taux négatif, ce qui était une aubaine. Aujourd'hui, on a un taux qui a vraiment augmenté sur les emprunts de la France. Et le problème, c'est que à ce niveau en fait, d'emprunt, quand tu prends plusieurs milliards, même une variation de 0,1%, c'est immense et ça pèse vraiment sur les dépenses publiques. Donc, ce qui est intéressant aussi à observer, ça c'est plus une question de forme, c'est qu'en temps de Covid, personne ne te parlait des attentes économiques de l'Union européenne qu'il fallait respecter, sinon c'était pas bien. Et là, ça revient. Maintenant que tout le monde s'est fait saigner savamment, ça revient fort. Donc, assez curieux. Alors, comment va faire la France ? Alors, il y a plusieurs dispositifs. On sent que c'est les fonds de tiroir. Vraiment, c'est du bricolage. Les fonds de tiroir pour gratter le plus possible d'argent sans déclencher le paramètre de trop qui risquerait de réactiver la grogne populaire. Donc, on va toucher sur des trucs où les gens ne comprennent pas trop. Ça semble indolore à beaucoup de gens, mais par contre, pour certains corps de métier, ça peut être vraiment la merde. Je vous lis les dispositifs visés. Il y a d'abord la réduction progressive des avantages dont bénéficie le gazole non routier utilisé dans le bâtiment, les transporteurs routiers ou encore les agriculteurs. Dans le bâtiment, par exemple, la TICPE n'est que de 18,82 centimes par litre quand elle atteint 59,4 centimes par litre sur le gazole pour les particuliers hors majoration régionale. On a quoi d'autre ? Donc, tu vois, le dispositif Pinel, le fameux dans le bâtiment, la réduction sur le gazole non routier coûte 1,1 milliard d'euros par an à l'État dans le secteur du BTP, 1,35 milliard dans l'agriculture et 1,25 milliard dans le transport. Le gouvernement réfléchit également à durcir la fiscalité sur les véhicules des sociétés, certaines entreprises tardant à verdir leur flotte. Ça aussi, retenez bien ça, c'est l'un des éléments centraux qui justifie la nécessité de faire des économies sur certains secteurs pour aller vers la transition écologique. Donc là, vraiment, l'escroquerie est en marche. On va y revenir avec l'article du Monde de demain qui en parle davantage. Dans l'immobilier, les particuliers ne pourront plus bénéficier de la réduction d'impôt attachée au dispositif Pinel incitant à l'investissement locatif. Janvier 2025 signera la fin de tous les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les particuliers, une première depuis 1984. On a quoi d'autre ? On a le doublement de la franchise médicale de 50 centimes appliquée sur chaque boîte de médicaments depuis 2008. Dès que vous prenez une boîte de médoc, ça, c'est quand même l'un des avantages majeurs de la France. Après, c'est à discuter. Pour le coup, je pense qu'il y a vraiment débat là-dessus. Mais ça n'est que mon avis. Tout est remboursé en général si vous avez une mutuelle et compagnie. Par contre, vous avez une franchise à payer de 50 centimes qui, là, va passer à 1 euro. Il veut aussi, donc Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il veut aussi augmenter de 100% la participation forfaitaire chez le médecin, comme le révélait l'opinion. Celle-ci passerait de 1 à 2 euros, à l'instar de celle applicable aux actes de biologie et de radiologie. Ces franchises sont chacune plafonnées à 50 euros par an. Toute la question est de savoir si ces plafonds vont eux aussi évoluer ou rester du même montant. Merci à Nina qui vient de subprime le 2e mois. Merci beaucoup. On a encore, tu vois, d'autres arbitrages toujours en cours frapperaient les Français au portefeuille. On a quoi ? Supprimer le taux de TVA intermédiaire dont bénéficient les travaux de rénovation des logements hors amélioration de l'efficacité énergétique. Le ministre des Transports Clément Beaune a de son côté annoncé qu'il voulait relever la taxe sur les billets d'avion pour financer une partie des investissements nécessaires dans le réseau ferroviaire vieillissant. C'est une aberration, ça aussi. Une hausse de taxes conforme à la nécessité de verdir la fiscalité. Verdir, je vous le dis, ça va revenir, on va en reparler. Concrètement, le gouvernement veut augmenter la taxe de solidarité sur les billets d'avion, dite taxe Chirac créée en 2005. Elle avait déjà été relevée de 1,50 € à 3 € sur les vols en classe économique et de 9 à 18 pour les classes affaires. Un autre secteur se bat pour ne pas voir sa taxe augmenter, celui des vins et spiritueux. L'exécutif n'a pas fait mystère de sa volonté de faire grimper la taxe sur les alcools forts au nom de la lutte contre ses ravages sur la santé. D'après les Échos, qui nous dit le mécanisme consiste à indexer les droits d'assises perçus sur les boissons alcoolisées sur l'inflation de l'année N-1, alors que la hausse annuelle est aujourd'hui indexée sur l'évolution des prix en N-2 et plafonnée à 1,75%. La loi de financement de la sécurité sociale 2023 prévoyait déjà une telle disposition pour le tabac afin que les prix des produits soumis à assises n'évoluent pas moins rapidement que ceux des produits de consommation courante. Donc, concrètement, on nous dit qu'il n'y aura pas de baisse d'impôts, mais il y aura plus ou moins des baisses partout ailleurs. C'est ce que nous dit cet article de l'Opinion. Et on a des précisions dans le monde d'aujourd'hui, enfin de demain, du 23, comme je vous expliquais, donc celui à paraître demain.
On a des précisions sur ce que veut faire le gouvernement. Je vous donne un peu tous les éléments pêle-mêle pour en arriver à ma petite conclusion, ou qui vaut ce qu'elle vaut. Avec, voilà, pour la première fois, le gouvernement rompt avec sa doctrine de stabilité fiscale dans le cadre du budget 2024. Le Monde, clairement, va plus loin en disant l'exécutif envisage des hausses d'impôts. C'est-à-dire qu'on voit que, en fait, en quelques jours, soit certains médias ont titré l'inverse pour éviter de faire peur aux gens, soit en fait le gouvernement est dans un tel état de panique financière pour, comme je l'ai expliqué dans de précédentes vidéos sur Juste Milieu, pour rentrer dans les clous et respecter pour le projet de loi de programmation des finances publiques 2024 qui va être présenté d'ici la fin de l'année à l'Assemblée nationale, ce qui est d'ailleurs des conditions à valider auprès de l'Union européenne, comme je l'explique dans les vidéos, je vous renvoie vers ça si vous voulez regarder. Le gouvernement semble être en mode panique pour que ça rentre, c'est-à-dire mettre un carré dans un rond ou une taxe dans un renflement brun. Donc, on voit qu'on a des choses, on a d'autres précisions. Quand je vous disais les critères économiques attendus par l'Union européenne, c'est sûr que ça devient de plus en plus rude. La dette publique aujourd'hui française dépasse pour la première fois le seuil de 3 000 milliards d'euros. Les taux d'intérêt remontaient en flèche depuis 18 mois, ce que je vous expliquais. Fin juin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait assuré vouloir dégager 10 milliards à 12 milliards d'euros d'économies en 2024. Dans le viseur du gouvernement, les dépenses de santé, contrôle accru des arrêts maladie, hausse de la franchise à 1 euro sur le médicament ou les aides à l'emploi jugées mal ciblées, apprentissage, compte personnel de formation, ce sera plutôt 15 milliards, renchérit aujourd'hui son entourage. Donc on voit que ça tape de partout et avec la fameuse justification dont je vous parlais, qui en plus, c'est tout à fait cohérent parce que quand je vous lisais, rappelez-vous, le livre vert de la Commission européenne qui expliquait sa vision économique pour les 5-10 ans à venir, et les implications que cela allait avoir pour les pays de l'Union européenne, on s'y retrouve. On a exactement les mêmes éléments de langage, on est exactement dans la même chose. Donc, je ne suis pas devin, c'est-à-dire que c'est la feuille de route. Et la France va suivre cette feuille de route. On peut lire dans Le Monde apparaître demain, car dans le même temps, le financement du changement climatique s'est imposé en Macronie. L'économiste Jean Pisani-Ferry, ancien conseiller du président, a chiffré à plus de 30 milliards d'euros par an le montant d'argent public nécessaire à la transition. Début juillet, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé débloquer 7 milliards d'euros dès 2024. Soyons clairs, on ne sait pas... Enfin, deux choses. On ne sait pas ce que ça représente, c'est-à-dire c'est quoi cette histoire de transition, qu'est-ce que ça représente, on ne sait pas en fait, il y a un flou artistique autour de ça. Et ensuite... Aujourd'hui, et c'est ce qu'on pouvait comprendre déjà dans le livre vert de la Commission européenne, je vous renvoie vers la vidéo qui est sur la chaîne YouTube du Juste Milieu. Aujourd'hui, on dit aux gens, on va rogner sur les dépenses de santé, sur les aides sociales et tutti quanti pour la planète. Pour la planète. Donc c'est assez limpide. C'est assez limpide. Et c'est ce qui se passe en France. C'est ce que nous dit Le Monde. Le financement du changement climatique s'est imposé en Macronie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils englobent là-dedans ? Est-ce que c'est juste de l'enveloppe d'argent qui va être foutue de côté pour réduire toujours plus les dépenses publiques avec des motifs fallacieux ? Parce que dans le même temps, on libère des milliards et des milliards pour l'Ukraine. Il faut quand même le dire. Symboliquement, il est tout à fait compréhensible que les gens, justement, ne comprennent pas ça. Donc, il y a un flou artistique qui est complètement dingue. Et donc ces mesures-là vont clairement dans ce sens, avec des mesures de bricolage, de bricolage fiscal, qui vont se multiplier. Je vous lis par exemple la suppression de la deuxième moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 4 milliards restants, cet impôt de production payé les entreprises pourrait se faire en 4 fois au lieu d'une. On a des choses comme ça. Et bien sûr, par contre, ce qui est important aussi à rappeler, pour dire en plus quand même la mauvaise foi en fait de ce qui se passe, c'est le fait qu'une fois de plus les entreprises soient épargnées. Je veux juste vous dire où est-ce que j'ai lu ça. C'était dans Le Monde. Je vous retrouve juste cette histoire-là. Voilà, parmi les autres mesures, on a aussi l'extinction progressive de plusieurs niches fiscales brunes, telles celles qui concernent le gazole non routier ou les transporteurs routiers. On en parlait.
Au cabinet du ministre Bruno Le Maire, on s'empresse de rappeler qu'il n'est pas question de toucher aux grands impôts, comme celui sur le revenu ou celui sur les sociétés, passé lui de 33% à 25% depuis 2017. Donc en plus, sur les entreprises et les grandes fortunes, là, on n'a pas de changement. Donc presque, et c'est ce qui fait peur dans l'époque actuelle, je vous disais ça déjà sur Barbie, ce qui n'a rien à voir, mais c'est qu'en plus, on a un constat finalement qui est clair. On affaiblit toujours plus les plus faibles, et puis en haut, tout roule, et tout ça avec des motifs fallacieux. Tout ça avec des motifs fallacieux, c'est-à-dire la transition énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis également aussi la taxe foncière, mais ça, on en a déjà entendu parler, la taxe foncière qui va aussi s'envoler. Alors que l'exécutif prévoit de relever les taxes vertes et de rogner sur les dépenses de santé ou d'emploi l'an prochain, l'envolée de la taxe foncière, sa tape locale réclamée chaque année aux propriétaires entre fin août et fin septembre risque d'aggraver un peu plus le ressentiment des Français face à la fiscalité. La taxe foncière devrait au minimum augmenter de 7,1%, sa plus forte hausse depuis 1986. Là-dessus, on est au moins voilà, on a tout. En fait, tout est clair, tout est bien calibré. Alors, on passera en plus sur l'amateurisme du gouvernement qui est assez sidérant. Vous prenez dans le Figaro du 22 août, Clément Beaune qui a assuré que, parce qu'ils veulent aussi, c'est hallucinant, en vrai c'est hallucinant, il y a un bordel, c'est pas évident de s'y retrouver, mais c'est l'impression d'amateurisme et de bricolage est quand même assez dingue. Ils veulent, taxer, voilà, ce que nous dit le Figaro, taxer davantage les sociétés autoroutières n'aura pas, selon lui, de conséquences sur le portefeuille des automobilistes. Donc ils veulent augmenter les taxes sur les sociétés d'autoroutes. Clément Beaune nous explique qu'il n'y aura aucune répercussion sur les automobilistes, sauf qu'en fait, il n'en sait rien. Et de toute façon, ils ne peuvent pas le maîtriser. On rappelle quand même que le gouvernement est celui qui suppliait les industriels de l'agroalimentaire de ne pas trop augmenter leur prix. Donc, c'est hallucinant. Une fois de plus, leur parole ne vaut rien. Et tout ça continue, avec en plus le fait qu'une taxe sur l'alcool soit sous-entendue. C'est absolument sidérant. C'est absolument sidérant de voir ce bricolage, cet amateurisme et tout ce qui se dégage au fond d'une feuille de route qui n'est pas la leur. On l'a expliqué. C'est hallucinant. C'est vraiment complètement dingue. Et ça me pousse à une conclusion. Je vous le disais tout à l'heure, c'est en bossant le sujet en fait que j'en suis venu à ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Vous me dites, les amis, ce que vous en pensez. Mais je commence très sérieusement en fait à me demander. Et là encore, c'est du complotisme. Je préviens. Tu vois, ça me donne soif déjà d'avance. Tout cet argent qui est dilapidé dans des raisons à chaque fois différentes, le fameux quoi qu'il en coûte du Covid-19 qui, au fond, était déjà une fausse promesse parce que les contribuables allaient rembourser, c'était évident. L'argent qui est donné à l'Ukraine, si on met tout sur la table, c'est purement sidérant. On donne de l'argent à un pays, d'ailleurs, et pour des utilisations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, tout en reconnaissant que cela semble vain car le conflit s'enlise et que l'Ukraine ne s'en sort pas. Donc, c'est hallucinant. Concrètement, l'argent donné à l'Ukraine, on ne sait pas du tout ce que ça devient. C'est complètement dingue. Donc, on a cet argent qui est dilapidé aussi pour le climat. On nous explique que tout ça est fait pour financer la transition verte. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Rien n'est expliqué là-dessus. Au fond, je commence sincèrement à penser, mais vraiment, et comme je vous le disais, on raccroche un peu tous les wagons évoqués depuis tout à l'heure. Je vous ai parlé de la Grèce, on parle des Jeux Olympiques, qui sont aussi des dépenses d'argent assez zinzin, mais bon. Je commence sérieusement à penser que au fond, on affaiblit volontairement les États. On affaiblit volontairement les États avec une logique qui est celle qu'a déjà vécu la Grèce, on avait déjà parlé. C'est une forme de sabotage, d'une certaine manière, pour affaiblir économiquement les États, réduire dans une démarche ultralibérale, réduire et vraiment dégraisser le plus possible
les États sur l'aspect public, donc tous les services publics, les réduire à peau de chagrin pour première étape, on va dire, privatiser ces secteurs-là, donc les ouvrir au marché, les ouvrir au privé. Deuxième étape, appauvrir sur les pans restants, donc plus largement appauvrir les États économiquement et les rendre dépendants d'instances supranationales, c'est-à-dire que l'impossibilité pour eux de faire banqueroute, c'est-à-dire les tenir toujours sous perfusion et ne faire qu'accroître au fond leur dépendance par l'outil de la dette, par l'outil de la maîtrise de la monnaie et compagnie, et donc à terme soumettre ces États à des instances supranationales qui dominent tout, qui qui gèrent les marchés, donc des marchés devenus surpuissants car ayant absorbé tout l'aspect public d'un État, ces instances supranationales qui gèrent la monnaie et qui à terme en fait peuvent tout gérer, les libertés individuelles, la géopolitique et compagnie. C'est peut-être naïf de ma part, peut-être que certains en étaient arrivés à cette conclusion depuis bien longtemps, mais je trouve que cela devient de plus en plus évident en fait. De plus en plus évident, avec des États fantoches, des États fantoches gérés de manière de plus en plus absurde. La Grèce avait eu l'épisode de Tsipras, qui s'était présenté comme le candidat anti-système pour baisser son slip 30 minutes après devant les volontés de l'Union européenne, qu'il n'était pas obligé d'accepter, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, personne ne sait quel aurait été le sort de la Grèce s'ils avaient refusé le diktat européen. Et aujourd'hui, quand on explique qu'on va rogner toujours plus sur les dépenses publiques et d'une certaine manière sur le quotidien des citoyens au nom de la transition verte, si personne ne tique, si personne ne gamberge à ce moment-là en disant « Attendez, là, on ne sait pas où on va, mais on y va en accélérant », au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Donc, j'ai vraiment cette impression-là, les amis, honnêtement, avec cette feuille de route annoncée, cette feuille de route européenne qui va être appliquée à la lettre en France, avec à terme, ça me semble extrêmement difficile d'imaginer un autre destin que celui-là, c'est-à-dire d'une France sous perfusion qui n'aura absolument plus aucun contrôle sur son destin, qui aura privatisé tout son secteur public, tous ses secteurs publics à l'image de la Grande-Bretagne, et qui sera plus que jamais soumise. Je sais pas, mais vraiment ça commence sérieusement à m'interroger, cette capacité à aller dans le mur avec le sourire et en applaudissant comme ça cette bande de clowns tristes qui imposent ces mesures-là. Donc, affaire à suivre les amis, là-dessus, sur ce premier gros sujet que je voulais évoquer avec vous. Dites dans le chat, comme d'habitude, ce que vous en pensez, les copains. Gaëtan du 44 qui nous dit « Le Royaume-Uni a bien fait de sortir de l'UE, bien que ce ne soit pas le meilleur exemple. » Je suis d'accord avec toi. Laurent Watteau, je te comprends. Rémi, la France est à vendre pour Coy 62. Camimi 33. Il faudrait informer un max la jeunesse française qui pourrait rétablir la chose, non? Bien la jeunesse est très pessimiste et a été négligée fortement. Merci à Lola 1644 pour le sub 4e mois. Facile à lire, à part nous rendre encore plus pauvres, on ne sauvera certainement pas avec le monde. On ne sauvera certainement pas le monde avec ça. Ce n'est que pour nous soumettre. Il faut se libérer de l'UE et du World Economic Forum pour Jonas du 67 et Mr. Key 24 qui nous dit à quand le débat ultime entre Asselineau et Philippot avec les compères de l'alerte générale. Nous on est chaud. Après le reste je sais pas. Ça me fait bailler d'avance. Donc et Marcel Zoro qui nous dit c'est un pillage en règle. Effectivement, mais qui devient de plus en plus limpide. Donc si tu veux, je crois sincèrement que les gens ont quand même leur sort entre les mains et que ce que je vous dis là, si je peux le comprendre, c'est accessible, quoi. C'est accessible. Donc bon, affaire à suivre, les amis. On va passer au deuxième gros sujet du jour. Il est 18h, les copains. Je vous l'ai dit, ce soir, on se fait plaisir. Ce soir, on y va full benzine. Le Figaro Magazine nous a publié dimanche dernier un interview de Nicolas Sarkozy. Alors, vous en avez sûrement entendu parler. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Alors, on nous a dit, voilà, l'interview choc de Sarkozy, hein, qui adoube plus ou moins Darmanin et compagnie. Je trouve ça dommage qu'on ait tu les autres éléments de l'interview il y a des pépites, mais vraiment, il y a des pépitas terribles. Et j'étais sidéré, hein. Je l'ai lu tout à l'heure en disant, bon, je le parcours pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Nicolas Sarkozy qui semble sincèrement, hein, pourtant, je suis loin de le soutenir, mais je trouve qu'il est quand même, encore plus quand on voit d'ailleurs l'équipe sauvage qu'on a aujourd'hui, je trouve que c'est l'un des derniers présidents qui avait un peu de l'épaisseur, qui avait quelque chose. Mais là, il semble, mais à côté de ces godasses, c'est sidérant. Alors, il y a 3 grands volets, et puis après, je vous ai mis plusieurs pépites donc, qui sont... Enfin, on en rirait si c'était pas aussi sordide. Le premier volet... Alors, il y a quelques pics, hein, contre Emmanuel Macron. Alors, pour le coup, ça a été complètement monté en épingle par la presse et par des médias qui ont réagi à l'interview en disant « Ouais, il s'en prend à Macron et tout ». Sincèrement... c'est très, très, très léger, hein. Par exemple, il parle à un moment donné de ces présidents qui veulent être les maîtres du temps. Et il dit Emmanuel Macron pense qu'il l'est aujourd'hui. Il fait une comparaison avec Mitterrand. Enfin, c'est extrêmement timide. Pour le coup, je comprends pourquoi on a mis ça en avant. Parce que c'était bien arrangeant. On a une étonnante limpidité et je trouve une étonnante lucidité sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. J'étais assez étonné. Alors, de la lucidité qui d'ailleurs peut être comment dire, c'est très étonnant parce que ce que dit Nicolas Sarkozy, si quelqu'un sur YouTube le dit ou si quelqu'un du peuple le dit, c'est automatiquement un complotiste, et Nicolas Sarkozy le dit avec une facilité assez déconcertante. Il vous dit, hein, je vous lis par exemple concernant la situation en 2008 et ce qu'il avait fait avec Vladimir Poutine. Je l'avais convaincu de retirer ses chars qui étaient à 25 km de Tbilissi. Il avait commencé à envahir la Géorgie, mais dans le même temps, avec Angela Merkel, nous lui avions montré que nous étions conscients de ces lignes rouges. C'est pourquoi nous avions refusé l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN, et ce, malgré la forte pression américaine. Je veux dire, ce qui est vraiment le discours que tous ceux qui refusent de gober en fait, la lecture BFM TV du conflit exposent, c'est-à-dire quand même le rôle de l'OTAN et de l'encerclement otanien dans ce conflit-là. Et Sarkozy le dit, mais sans trembler de la truffe. Vous disiez ça au début du conflit, vous étiez un affreux complotiste, alors que ça n'est qu'un constat, je veux dire, au vu des dernières décennies et au vu du comportement de l'OTAN dans le reste du monde. C'est hallucinant. Sarkozy qui dit également « On est en train de faire des promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues, à l'image de celles qui ont été faites à la Turquie pendant des décennies, pas seulement parce que l'Ukraine n'est pas prête et qu'elle ne répond pas aux critères fixés par l'adhésion, mais parce qu'elle doit rester un pays neutre. » Alors celle-là, je brandis mon café actuellement vide. Celle-là, elle est... Quand je vous dis, je ne peux pas croire une seule seconde que Nicolas Sarkozy ne se rende pas compte en fait, de l'implication de ce qu'il dit. Ça, je peux pas le croire. Mais on a une sortie, comme je vous dis, qui est... je sais même pas comment l'exprimer, quoi. Il le dit avec une facilité, une froideur, en fait, où en vérité, oui... que l'Ukraine n'entre pas dans l'Union européenne, c'est tout à fait normal. Il faut que l'Ukraine reste un pays neutre. Donc le sous-entendu est tout à fait clair. Les pays de l'Union européenne ne sont pas des pays neutres vis-à-vis des États-Unis et donc dans le cadre du conflit avec la Russie. Donc je vous dis, il y a quelque chose d'extrêmement déconcertant en fait quand il dit ça. Autre volet sur Marine Le Pen. Alors là, pareil, c'est que du plaisir, hein. Elle nous dit, Sarkozy dit, elle a franchi une première étape en me faisant battre en 2012 face à François Hollande. En agissant ainsi, elle a éliminé une droite forte qui est le seul barrage efficace. Pardon ? C'est hallucinant. C'est la déresponsabilisation permanente, si vous voulez. Le rejet, comment dire ? Ouais, le rejet de la responsabilité d'une certaine manière. Alors, il y a des pépites. Bon, je vous dis à l'appel, je vous lis ça pêle-mêle parce que c'est franchement terrible de quelqu'un qui en plus se positionne en surplomb de la situation et explique qu'il a ce regard qui lui permet de comprendre, de distribuer les bons points et tout. C'est complètement dingue.
Sarkozy parle de démocratie, par exemple. Il nous dit, hein, en France, notre démocratie est en danger, non du fait d'une trop grande autorité, mais de son absence dont on voit les résultats délétères chaque jour. Il a une autre phrase, hein, j'ajoute que j'ai fait campagne en 2012 sur la nécessité des frontières. On parle quand même de ce monsieur qui, en 2008, a imposé le traité européen. Et qui t'explique, enfin, qui te dit notre démocratie est en danger. Genre, on a quelque chose qui confine aux grands guignols. Sincèrement, c'est à crever de rire de lire ça. Sur la Libye, avec tout ce qu'on sait, hein. Alors, 2008, le traité de Lisbonne, bien évidemment. Sur la Libye, Sarkozy nous dit « Nous avions un mandat des Nations Unies, le soutien de la Ligue arabe, l'appui de l'OTAN. Kadhafi était un dictateur féroce. Au fond, l'erreur est celle de mon successeur qui a laissé tomber le dossier libyen. » Bon, celle-là, fallait oser. Ouais, si, celle-là, fallait oser. Dire que finalement, tout est de la faute de François Hollande, là, faut oser. Là, c'est extrêmement balèze. Je vous dis, l'interview est parsemée, en fait, de phrases telles que celle-ci, qui, honnêtement, ressemblent à des phrases de quelqu'un qui a pu les pieds dans ses godasses, quoi. Qui est complètement à côté de ses godasses. C'est complètement dingue. Alors, il y a un très beau sens des responsabilités, hein, sur l'immigration. Sarkozy, la droite dure. Hein. Il est devenu impossible de limiter et réguler les flux migratoires, nous dit-il. On a tout un passage, hein, sur l'évolution de l'Afrique, là encore, qui se distingue par à la fois une froideur du constat, mais aussi une forme d'irresponsabilité. C'est à se demander, en fait, s'il a déjà eu le pouvoir un jour. Hein, tu vois. C'est sur cette partie-là. Je vous lis le passage parce qu'il est intéressant pour comprendre le constat. Entre les émotions exacerbées à l'égard du drame humanitaire des migrants et l'empilement des règles de droit qui les protègent, il est devenu impossible de limiter et réguler les flux migratoires. Le contrôle de nos frontières est indispensable mais sera insuffisant. Il faut admettre que le problème doit être traité en amont. L'Europe et l'Afrique ont plus que jamais destin liés. L'échec économique de l'Afrique sera le drame de l'Europe. C'est donc à l'Europe de prendre en main la construction et le financement des gigantesques infrastructures dont l'Afrique a besoin pour donner du travail à tous ces jeunes qui sont poussés à l'immigration afin d'échapper à la misère. C'est d'une simplicité abyssale, quoi. C'est-à-dire la justification du néocolonialisme pour lutter contre l'immigration d'Africains devenus trop pauvres, car déjà trop pillés par les pouvoirs néocoloniales, par les puissances néocoloniales. C'est complètement dingue. Sarkozy vous dit, mais dans une logique mais qui est effrayante, en fait, de simplicité. L'Afrique est trop pauvre, parce qu'il ne le dit pas, mais l'un des paramètres qui est difficilement... Enfin, lui ne le dit pas, il a même une autre phrase que je vais vous lire qui est complètement dingue. L'Afrique est sous tutelle néocoloniale et se bat contre ça de plus en plus. Hein. Le sommet des BRICS, aujourd'hui d'ailleurs, qui commence aujourd'hui et finira le 24 août, met en avant cette volonté de plus en plus de pays à travers le monde de lutter face à cet ordre du monde. Donc Sarkozy vous dit l'Afrique est trop pauvre sans reconnaître pourquoi. Hein, il vous dit juste qu'ils sont trop pauvres. Donc, s'ils sont pauvres, ils vont venir en Europe. Mais si nous, Européens, on va en Afrique, on finance tout ce qu'il faut, on fait tout bien, bon, on prend un petit peu les matières premières, mais c'est gagnant-gagnant. Et bien comme ça, ils vont pas venir. Mais c'est hallucinant, la justification du néocolonialisme avec un argument humanitaire bidon. Un argument humanitaire bidon qui ne fonctionne pas, et on le sait depuis des décennies. C'est complètement fou. Je vous dis, je comprends pourquoi beaucoup de médias ont parlé de cette interview en se contentant des phrases peut-être les moins intéressantes. Et quand je vous parle du néocolonialisme et d'un Sarkozy à côté de ses godasses, il continue en expliquant au sujet de la présence militaire française. Et il vous dit, je vous jure, mais la phrase, je vous la montre parce que c'est complètement dingue. Je radote, hein, je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est complètement fou. À la question, c'est là, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, c'est ici même, là. Tac. Là, c'est cette partie-là. Tac. À la question... Ce qui se passe au Niger et dans la zone francophone de ce continent est-il avant tout l'échec d'Emmanuel Macron, pourtant s'y attacher à une nouvelle donne française en Afrique? Et Sarkozy vous dit « Faire du président Macron le responsable de la situation actuelle n'a aucun sens. Le problème est profond et en réalité insoluble, car il est celui de la présence prolongée de notre armée dans nos anciennes colonies. Aussi bonnes et généreuses soient nos intentions, toute mission qui s'éternise finit par nous faire apparaître aux yeux d'une partie de la population comme une force d'occupation. »
aussi bonnes et généreuses soient nos intentions. Là, je veux bien qu'ils nous prennent pour des cons par habitude. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, celle-là, elle est vraiment balèze. Là, c'est le top 14 de la connerie journalistique, enfin, de la sortie de la connerie politique. C'est hallucinant. Mais vraiment, c'est délirant. C'est délirant. Sarkozy qui à la fois reconnaît une forme de néocolonialisme et parle de nos bonnes et généreuses intentions. Sincèrement, tu fais 1h30 de géopolitique, tu comprends qu'il dit n'importe quoi. Et on parle d'un monsieur qui devait apporter la démocratie en Libye. Regardez où en est la Libye aujourd'hui. En plus, je veux dire, ce serait drôle si on ne parlait pas de milliers de morts déjà constatés et à venir. C'est sidérant, c'est sidérant. Et puis, autre pépite, pour finir, ça c'est peut-être la moins grave. Pour Sarkozy, apparemment, Macron est officiellement de droite, hein, on le découvre. Sur la question, la droite peut-elle faire barrage ? Sarkozy répond, il faudra savoir être patient, car il y a en son sein des talents, aussi bien chez les Républicains que dans le camp présidentiel. On ne savait pas que le camp présidentiel, c'était la droite, mais Sarkozy nous le dit... Voilà, pour ceux qui n'avaient pas fait le lien, maintenant vous le savez. Donc, tu vois, ça me fait mailler. C'est fou, hein. Je voulais revenir avec vous, les amis, sur cette interview lunaire de Nicolas Sarkozy. Vraiment, par moment, on se pince pour croire que c'est bel et bien lui qui a répondu à cela. Mais c'est le problème, c'est que oui. Le problème, c'est que oui, avec des choses... parfaitement dingue. Donc voilà un petit peu, les amis, en toute détente qu'on peut se dire sur cette interview-là, hein, au moins vous êtes au courant, c'est beaucoup de plaisir. Voilà les copains, je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Ce qu'on pouvait se dire, les amis, je vais vous donner rendez-vous bien sûr demain. Alors, demain ça va chier les bulles carrées. Ah ouais. À demain, ça envoie du bois. Demain, farce tranquille. C'est mercredi, c'est farce tranquille, les amis. Ça va être cool. Rendez-vous à 18h. Et avant ça, bien évidemment, on va se faire plaisir. On se retrouvera sur le Juste Bistrot à 16h45. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne émission, un petit peu plus dense que d'habitude. Et voilà, ça fait plaisir. Rendez-vous demain, Twitch, 16h45. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France!